Bonjour à toutes et à tous. J'organise à partir de demain une formation de grammaire contrastive entre le français et l'espagnol. Donc cette formation commencera le 6 février et durera jusqu'au 6 avril 2023. Alors nous allons voir ensemble quelle est l'utilité d'une telle formation, quels sont ses avantages, quel est le programme que je vous propose et enfin les différents types d'erreurs qui sont fréquemment commises par les apprenants. Alors pourquoi travailler la grammaire? Parce que, en effet, la plupart des méthodologies actuelles, depuis au moins 20 ou 30 ans, ont réduit à peau de chagrin, comme on dit, la grammaire, la conjugaison, les dictées, etc. Elles ont même été parfois interdites à certaines périodes de cette décennie. Elles ont été interdites à l'école, les dictées notamment. Donc, pourquoi développer la grammaire? Parce que même le ministère de l'Éducation, Monsieur Pape Ndiaye, qui est le nouveau ministre de l'Éducation, ont fait part de leurs inquiétudes quant au niveau des élèves, au niveau notamment à l'écrit des élèves. Niveau en orthographe, donc énormément de fautes d'orthographe, la richesse lexicale, le vocabulaire, mais également la conjugaison. Donc, même le gouvernement français décide de remettre au premier plan l'étude de ce qu'on appelle les savoirs fondamentaux. Alors les savoirs fondamentaux, on les travaille grâce à la dictée, grâce à la conjugaison, grâce à la grammaire, en fait, grâce à ce que l'on appelle le par cœur, ce qui a été totalement supprimé des méthodologies depuis de nombreuses années. Alors, ça ne concerne pas que la langue française, ça concerne également les mathématiques avec le calcul mental. Aujourd'hui, les élèves ne savent plus compter. Vous demandez à un élève de faire 6 fois 8, il est complètement perdu. Donc, le par cœur, critiqué par encore aujourd'hui de nombreuses méthodologies, parce qu'il est considéré comme contre-productif, revient à la mode. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que les grandes écoles françaises continuent à utiliser cette méthodologie du par cœur depuis de très nombreuses années. Et ce sont elles qui fournissent à l'État, qui fournissent à la société les meilleurs candidats. Donc, il faut développer la compétence en production écrite, parce que le monde du travail l'exige. Si vous voulez être en bas de l'échelle, comme on dit, vous n'avez pas réellement besoin de savoir écrire sans faire de fautes. Mais si vous voulez avoir des postes importants dans la société, des postes de cadre supérieur, il faut que vous sachiez écrire correctement. Vous ne pouvez pas faire des fautes à chaque mot si on vous demande de faire des courriers officiels. Donc, si vous voulez avoir un poste important dans la société, il faut savoir écrire. Et d'ailleurs, les entreprises aujourd'hui l'exigent, puisque la plupart demandent une preuve de capacité à écrire sans faire de faute. C'est ce que l'on appelle le certificat Voltaire, qui est un examen qui est demandé par de plus en plus d'entreprises en France. Je voudrais également insister sur celles et ceux qui sont espagnols ou qui sont étrangers et qui vivaient en France. On pourrait dire, c'est un avantage de vivre en France. Eh bien non, pas toujours. Parce que malheureusement, les Français ont pour habitude de ne jamais vous corriger. Au contraire, ils vont être très élogieux. Oh, qu'est-ce que vous parlez bien, vous ne faites jamais de fautes, etc., etc. Et puis, en fait, vous en faites beaucoup des erreurs et ils ne vous corrigent pas. Alors, il y a plusieurs raisons. C'est que le français est généralement très susceptible, donc il n'aime pas qu'on lui fasse des remarques et qu'on lui dise qu'il fait des erreurs, donc il n'ose pas faire de remarques aux autres non plus, pour ne pas les froisser, pour ne pas les choquer. Donc ça, c'est une première chose. Et puis deuxième chose, bah, nous l'avons vu, les Français ont un niveau de plus en plus mauvais en langue française, et souvent quand vous faites des erreurs, ils ne s'en rendent même pas compte eux-mêmes. Ils font exactement les mêmes erreurs. Donc aujourd'hui, vivre en France, ce n'est pas la meilleure des solutions pour acquérir un bon niveau en langue écrite. Je précise écrite. Et puis, autre
point négatif pour celles et ceux qui vivaient en France, c'est que à l'oral, le français mélange tous les registres, le registre formel, le registre informel, le registre familier. Et pour vous qui entendez à longueur de temps ces mélanges de registres, il est très difficile de savoir quel mot est formel, quel mot est informel, quel mot est familier. Et du coup, ces mots que vous apprenez, vous les réutilisez à l'écrit sans réellement savoir si ils sont adaptés à la situation. Donc voilà pourquoi l'apprentissage de la grammaire, l'apprentissage des savoirs fondamentaux est essentiel. Alors maintenant, on peut se poser la question, quelle est la différence entre la grammaire simple et la grammaire contrastive? La grammaire simple, c'est on apprend une règle française et on essaye de la mettre en pratique en français. La grammaire contrastive, elle va insister sur les différences, mais également sur les convergences, c'est-à-dire les points qui sont traités grammaticalement de la même manière d'une langue précise à une autre langue précise. C'est-à-dire que la grammaire ne va pas être apprise d'une manière générale, d'une manière qui pourrait être adaptée pour les anglophones, pour les hispanophones, pour les lusophones, pour les germanophones, etc., etc. Mais nous allons voir la grammaire d'une manière précise en insistant sur les différences entre le français et l'espagnol ou entre l'espagnol et le français. Et c'est très important de savoir ça parce que c'est beaucoup plus facile ensuite d'assimiler une règle. Parce qu'on se dit, ah oui, c'est vrai, les Français, ils font comme ça, alors que nous, on fait comme ça. Donc il faut que je sache passer d'une langue à une autre. Et puis, c'est également important pour celles et ceux qui êtes profs et qui devaient, à un moment donné, expliquer à vos élèves pourquoi ça se construit comme ça en français ou pourquoi ça se construit comme ça en espagnol. Il faut que vous sachiez expliquer, ah bah oui, en français on dit comme ça, mais en espagnol on dit comme ça. On n'utilise pas l'infinitif, on utilise le gérondif. On n'utilise pas le COD, on utilise le COI, etc., etc. Vous devez être capable de faire la comparaison entre les deux langues. Donc ensuite, c'est beaucoup plus facile à appréhender, à comprendre et à réutiliser. Alors, quelles sont les activités que nous allons mettre en place, que nous allons réaliser pendant cette formation? Vous voyez, je vous en ai mis une petite liste. Des dictées grammaticales. Cela va vous permettre de comprendre en même temps la phonétique, de repérer les différents sons vocaliques et consonantiques et de ne pas faire d'erreurs d'orthographe, de vocabulaire. Donc ça, c'est extrêmement important de faire des dictées grammaticales. Grammaticales parce que chaque cours insiste sur un point grammatical précis. Des traductions grammaticales avec mise en pratique d'une règle précise. Des exercices de mise en pratique de la règle également. Des comparaisons lexicales entre l'espagnol et le français. Des faux amis, les genres différents, les expressions idiomatiques. Nous allons en voir quelques-unes tout à l'heure. Et des exercices de phonétique en compréhension, mais également en reproduction, c'est-à-dire en lecture. Alors je vais maintenant vous présenter quelques erreurs fréquemment commises par les élèves que j'ai en cours, pas forcément dans ce type de formation, mais des élèves hispanophones qui reproduisent très régulièrement les mêmes erreurs. Voyons tout d'abord un premier point, la grammaire et la syntaxe. Les structures impersonnelles, c'est une erreur très fréquente chez les hispanophones. Je vous ai mis deux phrases, la traduction qui est souvent réalisée et la bonne réponse. Es necesario estudiar. Donc vous voyez que l'espagnol met directement le verbe sans sujet, l'adjectif et le verbe à l'infinitif derrière sans aucune préposition. Donc la traduction littéraire, ce serait il est nécessaire étudier. Vous voyez, j'ai tendance à mettre le il automatiquement. Est nécessaire étudier. Cette phrase est totalement fausse. Il faut toujours un sujet en français. Il est nécessaire de travailler ou d'étudier. Oui, j'ai changé le verbe, mais donc d'étudier. Autre exemple, se prevé otra formación. Donc, traduction, il est prévu une autre formation. Ce n'est pas français.
on ne peut pas mettre un nom derrière une structure impersonnelle en français. Il faut totalement transformer la phrase et deux solutions, ou mettre le mot comme sujet, une autre formation est prévue, ou alors de construire une subordonnée. Il est prévu d'organiser une autre formation. Mais la traduction littérale est incorrecte. Les phrases négatives. Alors, je pourrais donner beaucoup d'exemples, je vous en propose juste un seul. No todo el mundo sabe cocinar. Vous voyez que l'espagnol commence par une négation, no, et puis il n'y a pas de deuxième négation derrière. En français, il en faut toujours deux. Donc la traduction littérale, ce serait pas tout le monde sait cuisiner. C'est une phrase que j'entends sans arrêt. Pas tout le monde. Ce n'est pas possible de dire pas tout le monde en début de phrase. On commence par le sujet, tout le monde, et on met les deux négations. Ne sait pas cuisiner. Donc c'est une erreur très fréquente, il y en a d'autres sur les phrases négatives. La concordance des temps. Alors je vous ai donné deux exemples, les temporels et les hypothèses. Cuando tenga más tiempo, iré al cine. Cuando tenga, c'est du subjonctif. Donc la traduction littérale, ce serait quand j'ai, aïe, plus temps, más tiempo, il n'y a pas de préposition en espagnol, j'irai au ciné, irai al ciné. Mais la correction, la phrase correcte, c'est quand j'aurai futur plus de temps. Il faut une préposition quand la comparaison se fait sur un nom, plus de temps, j'irai au cinéma. Donc vous voyez là plusieurs règles à connaître. Si tuviera más tiempo, iría al cine. Si tuviera, subjonctif imparfait, qu'il faut traduire par un imparfait en français. Si j'avais plus de temps, j'irais au cinéma. Donc vous voyez, ce sont 3 points grammaticaux. Il y en a des dizaines qu'il est possible de travailler. Nous en verrons beaucoup pendant cette formation. Voyons maintenant quelques points de vocabulaire et d'orthographe. Il y a tout d'abord les faux amis, ce que l'on appelle les faux amis, c'est-à-dire des expressions que l'on a tendance à traduire littéralement, mais qui en français n'auront aucun sens, ou en espagnol, si je fais l'inverse. Perder el tren, ce n'est pas perdre le train, c'est rater son train. Il faut utiliser un possessif. Los datos, ce ne sont pas les dates. Los datos, ce sont les données. Et en plus, attention, datos, c'est masculin, données, c'est féminin. La fecha, c'est la date. Un vecino del pueblo, ça c'est une erreur que je vois très souvent. On ne le traduit pas par un voisin du peuple, on dit un habitant du village. Donc vous voyez, traduction littérale, impossible. Le genre des mots, je vous en ai mis 3, il y en a des centaines. La nariz, c'est le nez. Una ventaja, c'est un avantage. Un error, c'est une erreur. Des expressions idiomatiques. Pasear el tacón, c'est faire une promenade. Vous ne pouvez pas le traduire directement par promener un talon aiguille. Ça n'a aucun sens. Tirar la toalla, c'est jeter l'éponge. Ce n'est pas tirer la serviette. Si vous dites tirer la serviette à un Français, il ne comprendra rien. Mais si vous dites jeter l'éponge, traduction littérale en espagnol, l'espagnol ne comprendra rien non plus. Ser uña y carne, être comme les deux doigts de la main. Vous voyez, traduction littérale, ça n'a rien à voir. Ponerse morado, manger comme 4. Là encore, traduction totalement différente. Autre erreur fréquente, les barbarismes, c'est-à-dire quand vous copiez-collez d'une langue à l'autre. Al mismo tiempo, ça c'est une erreur que je vois tous les jours. Al mismo tiempo, ce n'est pas au même temps, mais en même temps. Estoy estudiando, ce n'est pas je suis étudiant avec le gérondif comme en espagnol, mais je suis en train d'étudier. Et cada vez más, vous ne pouvez pas le traduire par chaque fois plus. Je l'entends très souvent également. Cada vez más, c'est de plus en plus. Et cada vez menos, de moins en moins, etc., etc. Voyons maintenant la partie phonétique.
vous devrez être capable de reconnaître les différents sons. Je vous en ai mis quelques-uns ici, il y en a plus. Le se et le ze. Ils sont, ils ont. Si vous n'avez pas entendu de différence entre les deux phrases que j'ai dites, il y a un problème. Donc je répète, dans l'ordre où c'est écrit, ils sont, ils ont. Vous devez entendre une différence. Ils avaient, ils savaient. Là encore, vous devez entendre une différence entre les deux phrases que je prononce. Voyelle nasale. Je vais vous dire les mots dans l'ordre où ils sont écrits. Si vous n'entendez pas de différence, il y a un problème. Bain, ban, bon. Sang, sain, son. Le B et le V qui sont différents en français, mais qui sont équivalents en espagnol. Bon, vont. Je répète, bon, vont. Beau, vaut. Le E, le E et le est. Élève, élevé. Je répète, élève, élevé. Le U et le OU. Rue, roue. Bu, bout. Évidemment, vous devez être capable de comprendre quand je parle, de savoir de quel mot je prononce, mais vous devez être capable de le refaire vous-même. C'est-à-dire de redire tous les mots que j'ai prononcés et que ce soit compris de la même manière par un Français. Les liaisons obligatoires ou interdites. Je vous ai mis 3 phrases ici. Mes amis italiens ont 20 ans. Donc mes amis, je fais la liaison entre le mais et ami, et ont 20 ans, je fais la liaison entre le 20 et le en. Mais je ne fais pas la liaison entre italien et on. Ils habitent, je fais la liaison, mais je ne fais pas la liaison entre habite et en. Je ne dis pas ils habitent en. Non. Ils habitent en Espagne. Je fais la liaison. Mais leurs enfants habitent en Hollande. Aucune liaison. Lucie fait des cauchemars épouvantables. Là, il n'y a aucune liaison dans cette phrase. Je ne dois pas faire la liaison entre cauchemar et épouvantable. Donc vous le remarquez, il y a des règles. Quand l'adjectif est devant le nom, on fait la liaison. Quand l'adjectif est derrière le nom, on ne fait pas la liaison. Donc il y a beaucoup de règles à connaître. Nous verrons tout ça pendant cette formation également. Alors, quelles seront les caractéristiques de cette formation? Comme toutes les formations que je propose, elle sera étalée sur 9 semaines. Donc nous commençons le 6 février, demain, et nous finissons le 6 avril, c'est-à-dire un jeudi, le jeudi 6 avril. 27 heures de cours sur 9 semaines. Nous nous voyons 2 fois par semaine, donc le lundi et le jeudi, de 8h à 9h30. Tous les cours sont enregistrés. C'est un grand avantage pour vous parce que même si vous ne pouvez pas assister à un des cours, vous savez que le soir même, vous pourrez le revoir en différé et vous aurez en plus un compte-rendu PDF du cours qui a été réalisé. Et vous recevrez tous les documents PDF, format vidéo, etc. pour pouvoir refaire les exercices. Et vous pourrez au cours suivant reposer les questions si vous avez le moindre doute. Je précise que cette formation n'est pas limitée aux Espagnols ou aux Français. Vous pouvez également vous inscrire si vous êtes originaire d'un autre pays, mais que vous maîtrisez les 2 langues. D'ailleurs, dans les personnes déjà inscrites à cette formation, j'ai une personne qui est slovaque et j'en ai une autre qui est italienne. Mais elles maîtrisent toutes les deux le français et l'espagnol. Le prix, 240 €. Vous pouvez payer par carte bancaire, par PayPal ou par virement bancaire. La carte bancaire, c'est uniquement sur mon site internet. Je précise que donc il reste 4 places disponibles pour ce groupe de grammaire contrastive qui commence demain. Donc vous pouvez encore vous inscrire.
Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et à bientôt. Au revoir.